Pensée du dragon. Il y a très longtemps, à une époque qui se compte en milliers de générations de dragons, le monde était jeune et de puissantes créatures y régnaient en maîtres absolus. Par la taille et la force, ces créatures étaient comparables aux titans des mythologies humaines. Mais leur intelligence, pour autant qu'on puisse leur associer ce mot, était plus proche de celle des gobelins. À cette époque, je n'étais encore qu'un enfant à peine sorti de l'œuf. Je possédais déjà une intelligence très supérieure à celle des autres titans, mais je n'étais pas encore conscient de l'avantage que j'aurais pu en tirer. J'étais, sans le savoir, une des créatures les plus puissantes de ce monde. C'est à cette époque que je fus pour la première fois confronté au serpent. Le serpent était, tout comme moi, un des titans qui régnaient sur ce monde, et tout comme moi, il possédait une très haute intelligence. Mais lui était conscient de son intelligence, et il entrevoyait l'avenir avec une précision qui me stupéfie encore chaque fois que je vois une de ses prophéties se réaliser, des millions d'années plus tard. Son intelligence n'était malheureusement pas la seule chose qui le distinguait des autres titans, car il partageait avec eux une philosophie de vie bien particulière. Toute créature moins puissante peut être dévorée ou dominée. Toute créature plus puissante représente une menace et doit être détruite. Et le serpent ne tarda pas à me considérer comme une menace. Sa première menace et son pire ennemi était une créature qui n'existait pas encore, mais dont il devinait la future existence. L'homme. Car l'homme à cette époque n'existait que sous la forme d'une vague possibilité génétique qui sommeillait sous la chaude fourrure de petits mammifères qui n'étaient même pas encore des primates. Mais le serpent savait que des humanoïdes évolués finiraient par émerger, que ces créatures triompheraient des titans et domineraient le monde. Il le savait, et je le savais aussi, pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici. J'irai donc à l'essentiel. Ayant décidé que j'étais une menace, le serpent m'attaqua traîtreusement et je reçus ma première blessure. Une blessure violente qui me fait encore souffrir aujourd'hui. Notre bataille fut acharnée et mobilisa des forces que les archimages d'aujourd'hui ne pourraient même pas imaginer. À l'issue de ce duel, le monde fut séparé en deux et, comprenant que la destruction de ce monde signifierait également sa propre mort, le serpent tenta de rassembler les morceaux et, à ma grande surprise, il y réussit. Mais cette réussite l'obligea à sacrifier son corps, qui relie encore aujourd'hui les deux moitiés de notre monde, par cette région équatoriale glaciaire que l'on nomme Jormungand. Le monde, tel que vous le connaissez, se situe entièrement dans l'hémisphère sud. Aucune créature mortelle, pas même les géants des glaces, n'est capable de traverser le Jormungand pour visiter l'hémisphère nord. Par une curieuse ironie du sort, la destruction de l'ancien monde fut l'événement qui provoqua l'apparition des primates. En effet, seul l'appétit insatiable des titans empêchait les lémuriens d'évoluer vers une des nombreuses races humanoïdes à laquelle vous, qui me lisez, appartenez sans doute. Si c'est le cas, et si vous appartenez à la caste des maîtres, des mystères, arcanistes ou théurges, il me faut vous mettre en garde contre les projets du serpent, car c'est à vous et à vos semblables de préserver les humanoïdes de ces manigances. J'inclus dans l'expression humanoïde les Manherling, dresseurs de chevaux, les Alfurling, aux oreilles pointues, les Nibelling, qui vivent sous la terre, les Skryling, aux groins de cochon, et même les gigantesques Jotun à la peau bleue. Sachez donc que le destin des humanoïdes, toutes races confondues, est de créer une brillante civilisation qui traversera les portes des univers et voyagera dans les étoiles. Mais le serpent, bien entendu, emploiera toutes les ruses pour les inciter à s'entretuer sous les prétextes les plus futiles. À la lecture du document susmentionné Pensée du dragon, le Conseil des juristes de Brocéliande, incluant 3 représentants de l'Inquisition, 3 hauts magistères,
un représentant de la société non arcanique, un représentant du doge et un représentant du haut pontife doit se prononcer sur le caractère licite ou illicite de ce document. Astor de Vernois, représentant du haut pontife, fait remarquer que ce texte hérétique ignore ouvertement la primauté de Dieu comme unique créateur du monde, nie la supériorité de l'humain sur les autres créatures humanoïdes, y compris les goblinoïdes, et, pire que tout, réduit l'humanité à la descendance d'animaux et accorde au serpent un rôle de créateur. C'est pourquoi il recommande au Conseil de prononcer l'anathème. Le Haut Magistère Larian de Brocéliande rappelle au Conseil que le délit d'anathème, tel que défini dans la Constitution de Brocéliande, est d'ordre laïque et ne saurait être subordonné à un texte religieux aussi respectable soit-il. Nistus de Greffepont, représentant de l'Inquisition du jugement dernier, fait observer au Conseil que le Haut Magistère Larian a déjà reçu un blâme pour propos blasphématoires par le passé. Cette observation est retirée du procès-verbal à la demande de l'intéressé. Après mûre réflexion, chaque représentant pose une pierre blanche, noire ou grise afin de donner son opinion. En faveur de l'anathème, 4 pierres noires. En faveur de l'acquittement, 2 pierres blanches. Ne se prononce pas 3 pierres grises. En conséquence, l'anathème est approuvé. Le manuscrit Pensée du dragon sera retiré de la bibliothèque. Tout individu en possédant une copie sera jugé pour malfaisance et blasphème. En outre, les 3 ordres inquisitoriaux reçoivent la mission de retrouver l'auteur du manuscrit et de le conduire devant les tribunaux. Le texte original étant écrit en nordique, un légat du jugement dernier sera envoyé dans la région du Nord pour enquêter sur place et s'assurer de la loyauté des mages excentrés.